Salut la communauté. Alors, petite vidéo aujourd'hui, on va traiter du sujet des incidents de tir. On va voir 4 principaux incidents de tir que vous êtes susceptibles de rencontrer dans l'utilisation du pistolet. On va voir comment les identifier, les nommer et les résoudre. Donc en premier lieu, on aura le défaut d'alimentation qui est le plus courant. Ensuite, on aura le défaut de percussion. En troisième position, on aura le défaut d'éjection. Et en dernier lieu, on aura la double alimentation. Ça marche ? Donc, pour voir la première, donc le défaut d'alimentation, je vais préparer mon arme. Hop. On bosse toujours avec la cartouche de manip, hein, bien sûr. Alors, je m'apprête à faire feu, je rentre en cible. Hop. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il n'y a rien dans la chambre. Tout simplement parce que je n'ai pas inséré suffisamment fermement mon chargeur dans l'arme et surtout, je n'ai pas effectué de contrôle de verrouillage. Donc, je me suis mis dedans. C'est soit un défaut de verrouillage du chargeur, soit un mouvement de charge incomplet. Je n'ai pas suffisamment tiré ma culasse en arrière avant de la libérer. Et du coup, ça n'a pas accroché de cartouche, ça n'a rien logé en chambre. Donc, on repart d'ici. Voilà, ça ne marche pas. Résolution de l'incident de tir, on va appliquer ce qu'on appelle la réaction immédiate, qui consiste à ramener l'arme près du corps, on présente le cul du chargeur, on tape, on rack et on reprend le feu si nécessaire. Pourquoi si nécessaire? On va oublier ce vocabulaire tactique et cette technique du tap rack bang qui était bien à la mode il y a quelques années, mais qui a mis pas mal de personnes dans la merde, notamment des professionnels qui s'entraînaient beaucoup à résoudre leurs incidents de tir comme ça. Ça ne marche pas, je tape, je rack et je presse. Tap, rack, bang, tap, rack, bang. Ils entraînaient beaucoup à gagner en vitesse sur cette technique pour très vite remettre leur arme en service et presser systématiquement. Et les problèmes qu'on a rencontrés, c'est des agents sur la voie publique qui, face à un ou divers agresseurs, et après avoir rencontré cet incident de tir, ont tapé, raqué, pressé. Sauf qu'entre-temps, l'agresseur avait lâché son arme et levé les mains, quoi, ce qui ne lui a pas empêché d'en prendre plein la gueule. Pourquoi l'agent a pressé? Tout simplement parce que pendant des années, il a entraîné ça. Je tape, je rack, je presse le plus vite possible. Et il a ancré cette technique, cette gestuelle dans sa mémoire musculaire. C'est vraiment devenu un réflexe instinctif. Et voilà, clic, pas boum, je tape, je rack, je presse, quoi. Et voilà, et c'est très compliqué ça, le jour où ça vous arrive à justifier, à expliquer à la magistrature devant laquelle vous vous trouverez. Donc c'est vraiment quelque chose à bannir, ce tap rack bang. On va plutôt s'entraîner à ne pas tirer. Donc ça, je vous invite, si vous bossez, si vous drillez ça à la maison, ces incidents de tir, sur par exemple ce défaut d'alimentation, vous allez le travailler 5 fois de suite. C'est bien de s'entraîner quand même à tirer derrière, mais sur 5 fois où vous allez la travailler, ne tirez que 2 fois. Entraînez-vous plus à ne pas tirer qu'à tirer systématiquement. C'est vraiment ce qui fait que vous allez vous mettre dedans ou pas, quoi. Donc prêtez-y beaucoup d'attention, c'est pas anodin. Voilà pour la petite aparté. Donc on a vu, je ramène, je tape, je rack et je reprends le feu si nécessaire. Ok. Ensuite, en deuxième position, on a le défaut de percussion. Donc le défaut de percussion, il va se présenter comme ça. On a bien une cartouche en chambre. Simplement, je presse ma détente et ça ne marche pas, quoi. Donc ça va être provoqué généralement par un défaut d'amorce. Défaut d'amorce, on va le rencontrer sur de la munition rechargée, mais pas que. On va le rencontrer aussi sur de la munition manufacturée. Pas toutes les 5 minutes, mais c'est quand même plus courant qu'on ne croit. Et moi, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, je ne les ai pas comptés, mais c'est quelque chose qui arrive, quoi. Donc soit ça vient d'un problème d'amorce, tout simplement elle est défectueuse, elle n'explose pas, soit ça peut aussi être que votre percuteur est franchement encrassé, votre système de percussion, ou alors il est usé, voire même cassé.
Donc ça, si c'est un incident qui se répète sur votre arme, je vous invite à démonter votre système de percussion, à le sculpter correctement, à bien le nettoyer et voilà, et à le remplacer s'il est défectueux, quoi. Voilà un petit peu. Ensuite, donc ça, on va le travailler à sec, juste pour voir. Ce sera la même chose. Hop, je m'apprête à faire feu, ça ne marche pas, alors que mon chargeur est bien verrouillé. Donc, même chose, je vais appliquer encore une fois la réaction immédiate. Je ramène, je tape, je rack. Donc là, j'éjecte cette munition défectueuse et je reprends le feu si nécessaire, tout simplement. Ok, on va voir maintenant le troisième type d'incident de tir, donc le défaut d'éjection, que certains qui se prennent pour des Américains appellent le stovepipe. Yeah! On va l'appeler défaut d'éjection. Donc il va se présenter comme ça. Je fais mon retrait des cartouches. Et ensuite, pour préparer cet incident de tir, je vous invite à venir bloquer la culasse en arrière. Vous prenez un étui vide, vous le présentez à l'avant de la fenêtre d'éjection et vous libérez votre culasse en faisant attention quand même à ne pas vous niaquer les doigts. Vous réinsérez votre chargeur. Voilà à quoi ressemble un défaut d'éjection. Donc là, si vous êtes en train d'appuyer un feu et que vous êtes concentré sur votre cible ou encore mieux sur votre guidon, vous n'allez pas forcément remarquer ce petit étui qui dépasse, vous n'allez pas forcément remarquer que votre culasse est restée bloquée en arrière et vous allez continuer à engager. Donc ça va se passer comme ça, hop, je presse, encore une fois je sens au niveau de la queue de détente que le départ de coup est particulier, il n'est pas habituel. Donc, je ramène, je tape, je rack et je reprends le feu si nécessaire. Ok? Et c'est là, c'est vraiment là que la rotation, au moment du mouvement de charge, que la rotation de l'arme est importante. Pourquoi? Pour éjecter cette douille qui nous emmerde le plus loin possible. Ça, j'ai vécu avant d'appliquer cette rotation en faisant des mouvements de charge uniquement linéaires 4 fois de suite sur le même incident de tir où mon étui se baladait à l'intérieur de la culasse et continuait à rendre mon arme inopérante. Ça, si ça vous arrive en situation, je peux vous garantir que vous allez trouver le temps long. Donc la rotation, elle sert vraiment à ça, visualiser que vous envoyez cet étui dans la tronche de la cible le plus loin possible. C'est vraiment important. Pourquoi on ne fait pas la rotation à ce moment que quand on rencontre ce type d'incident de tir? Tout simplement parce qu'on ne va pas multiplier les techniques, on ne va pas multiplier les gestuels, avoir un mouvement de charge pour ci, un mouvement de charge pour ça. Ah tiens, j'ai un défaut d'éjection, il faut que je fasse un mouvement de charge comme ça. Faites la rotation à chaque mouvement de charge, comme ça vous n'aurez pas à réfléchir. Le jour où vous rencontrez ce type d'incident de tir, vous n'aurez même pas besoin de l'identifier. Hop, ça va se faire systématiquement. Vous allez tourner, éjecter et être en capacité de reprendre le feu au besoin. Ça roule. Et en dernier lieu, on va voir la double alimentation. Alors, même chose, on va faire un retrait des cartouches. Et pour préparer cette double alimentation, alors petit retour sur ce défaut d'éjection. Ce que je vois généralement, ce qu'on constate, c'est que il est provoqué par un mauvais maintien de l'arme. Si on veut comprendre la raison de cet incident de tir, souvent c'est que le tireur ne tient pas suffisamment l'arme correctement. Soit elle n'est pas calée, soit il recule en même temps que la culasse. Du coup, la culasse ne fait pas un mouvement linéaire complet et on n'a pas une éjection complète. C'est généralement ce qu'on retrouve en instruction sur ce type d'incident de tir, c'est que l'arme est mal tenue. Donc, si ça vous arrive régulièrement aussi, bien sûr, analysez un petit peu l'état de votre arme, mais avant de s'en prendre à l'arme, on cherche toujours à régler le problème chez le tireur. C'est plus important et c'est très souvent de là que vient le problème. Donc assurez-vous d'avoir une bonne tenue suffisamment ferme si vous rencontrez couramment cet incident de tir. Donc on en revient à la double alimentation. Donc on a fait un retrait des cartouches. Je vous invite quand même à réinsérer votre magasin dedans. Et ensuite on va prendre un étui vide qu'on va venir loger
dans la chambre. Ok, et ensuite, on libère la culasse, ce qui va nous provoquer une jolie double alimentation. On a un étui qui est toujours dans la chambre et on a une cartouche neuve qui essaye de monter. Ça, c'est plus rare. Perso, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais voilà, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas. Donc là, même chose, vous apprêtez à faire feu. Hop, encore une fois, on sent que ce départ de coup n'est pas habituel, il est particulier. Bref, clic, pas boum, ça ne marche pas. Je ramène toujours la réaction immédiate. Je tape, je rack et je reprends le feu si nécessaire. Si vous êtes dans un cadre, dans un environnement calme et posé, la petite séance d'entraînement le dimanche matin au stand, vous allez peut-être remarquer que cette culasse est restée en arrière, ou alors vous aurez senti que vous n'avez pas cette inertie complète du poids de la culasse qui repart vers l'avant, et vous allez plus rapidement identifier cette double alimentation. Si vous êtes sous stress, je tape, je rack, généralement je reprends. Voilà, mais si ça ne marche toujours pas, là on va identifier cette double alimentation. Donc, pour résoudre cette double alimentation, on va passer à une deuxième technique qui s'appelle la réaction complémentaire. Puisque la réaction immédiate ne fonctionne pas, on passe à la réaction complémentaire. Et on va voir pour ça 3 variantes. Donc la première, c'est une technique dite générique. Pourquoi? Parce qu'elle marche avec tous les flingues. Donc elle consiste à ramener l'arme près du corps et venir bloquer la culasse en arrière, de manière à pouvoir libérer le chargeur que je vais placer sous mon aisselle. Côté fort, hop. Pourquoi sous l'aisselle? Parce que dans la vraie vie, j'aurais pas de table de tir devant moi. Encore une fois, ça paraît con, mais attention quand vous vous entraînez à tout ce mobilier fixe, cet environnement fixe, qui ne sera pas là le jour où vous en avez besoin. Je vous invite à rechercher sur internet ce qu'est un drill de boîte de conserve. Vous allez comprendre de quoi je parle et vous allez voir à quel point ça peut être nocif. Donc habituez-vous à travailler avec ce qui va rester sur vous. Hein. Si je me déplace, je ne vais pas laisser mon chargeur sur la table, il sera toujours là. Et voilà quoi. Donc, je place mon chargeur sous l'aisselle et ensuite je vais faire un nettoyage de l'arme. Nettoyage de l'arme, c'est effectuer 3 mouvements de charge avec la fenêtre d'éjection vers le bas. 1, 2, 3. Ensuite, je reprends mon chargeur, je l'insère, mouvement de charge et je reprends le feu si nécessaire. Ok? Donc ça, c'est une méthode qui est censée marcher avec la plupart des pistolets. C'est une méthode à connaître. Si un jour vous avez à ramasser une arme au sol qui n'est pas la vôtre et à l'utiliser pour vous protéger ou pour protéger un tiers, voilà, privilégiez cette technique, vous êtes sûr qu'elle marche avec toutes les armes. Pourquoi on bloque la culasse en arrière? Justement pour ces armes qui posent problème, qui n'ont pas suffisamment de préhension au niveau des chargeurs. Je pense au Colt 1911 qui ont juste la petite languette à l'avant. Je pense au SIG P328, un truc comme ça, les tout petits, assez compacts, qui ont juste un bout de languette à l'avant de la poignée et dont le reste du chargeur est complètement dissimulé dans la crosse. Vous n'avez pas suffisamment de préhension pour arracher ce chargeur, d'où l'intérêt de bloquer cette culasse en arrière avant d'enlever le chargeur. Ok, donc maintenant on va voir une autre variante. Je reprépare mon incident de tir. Hop. Je viens remettre un étui dans la chambre. Je renvoie ma culasse. Et là, hop, pareil. Je vais pour engager. Paf, ça ne marche pas. Je ramène, je tape, je rack. J'ai senti que ma culasse ne repartait pas. J'identifie ma double alim. Ok. Là, je vais gagner un temps en arrachant directement le chargeur sans bloquer la culasse en arrière. Je nettoie mon arme. 1, 2, 3. Je réinsère. Donc là, quand j'arrache, attention, vous allez avoir votre cartouche qui va légèrement avancer. Donc si vous avez le temps, reculez là. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, elle va y aller. Hop, mouvement de charge et reprise du feu si nécessaire. Donc
cette technique d'arrachage du chargeur permet de gagner un petit peu de temps. Donc c'est pas négligeable. Par contre, elle impose d'avoir un magasin qui ait suffisamment de préhension pour qu'on puisse l'arracher. Ok. Maintenant, on va voir une troisième variante qui est très très intéressante, mais qui ne marche pas sur toutes les armes, sur toutes les plateformes. Donc là, je vous inviterai à la tester avec votre matériel, avec votre arme perso, pour voir tout simplement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, je reprépare mon incident de tir, ma double alimentation. Hop, je reglisse un étui dans la chambre. Tac. Voilà, j'ai ma double alim. Donc là, hop, je m'apprête à faire feu. Ça ne fonctionne pas. Je ramène, je tape, je rack, ça ne marche pas. J'arrache, je remets, mouvement de charge et j'envoie. Donc ça, on gagne encore 2 temps supplémentaires. Et ça, replacé dans un contexte de tir défensif, c'est des secondes très très précieuses et voilà, qui peuvent faire la différence. Donc c'est une technique qui est vraiment bien. Par contre, voilà, elle ne marche pas avec toutes les armes. Donc à tester sur votre matériel. J'ai rencontré des problèmes avec cette technique sur des SIG où la cartouche reste en haut, la cartouche où l'étui ne s'éjecte pas correctement et va taper en haut quand on réinsère le chargeur et on va pas pouvoir résoudre de cette manière. Chez Glock, j'ai pour l'instant rencontré aucun problème avec cette technique. Donc voilà, c'est un bon avantage. Testez-la sur votre matériel et répétez. Si elle marche 9 fois sur 10, poubelle, zappez-la, ne la travaillez pas, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas. S'il y a une chance sur 10 pour que cette technique vous mette dans la merde, ne la travaillez même pas. Ok, cantonnez-vous à des techniques qui marchent avec votre matériel, c'est très important. Ok. Donc voilà, petite conclusion, travaillez cette technique générique, même si vous avez de l'appréhension sur votre chargeur, même si vous avez un Glock où la troisième variante fonctionne, travaillez quand même cette technique générique avec le blocage de la culasse pour le jour où, voilà, je le répète, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez ramasser une arme au sol et au besoin vous en servir, vous saurez la remettre en service si vous rencontrez ce type d'incident de tir, donc c'est très important. Autre chose d'important, donc là toutes ces techniques sont bien évidemment applicables en stand, même dans le cadre du tir sportif. On n'est pas en train de faire du tir tactique, du tir de combat ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, si vous rencontrez ce type d'incident de tir dans un contexte défensif, sur du tir en situation, première des choses, on bouge. Quand l'arme ne fonctionne plus, il y a de fortes chances que vous ayez dévoilé votre position. Donc la première des choses, on décale, on sort de l'axe et on va se mettre à couvert avant de régler son incident de tir. Ok ? Ne pas confondre couvert et camouflage. Un camouflage, ça vous met à l'abri des regards. Un couvert, ça vous met à l'abri des balles. Ne vous fiez pas à ce qu'on voit au cinéma. La table du salon, le bar de la cuisine, la porte de la bagnole, c'est un camouflage. Ça ne va pas vous empêcher de vous faire plomber. Donc voilà, on s'égare un peu. Mais voilà. Et ensuite, voilà, même quand vous travaillez ça à sec à la maison avec des cartouches de manip, vous êtes en train d'appliquer un feu en tir statique, vous rencontrez un incident de tir, vous pouvez travailler le déplacement latéral, sortez de l'axe, mettez-vous à couvert selon la configuration de votre domicile ou de la salle où vous vous entraînez. C'est des bons petits exercices. Voilà, mais ayez le réflexe de sortir les pieds du béton et de bouger tout de suite. Et puis voilà, donc quoi d'autre? Attention aussi un petit peu quand on travaille ces techniques proactive et réactive, qui a tout ce qui a trait au rechargement tactique, rechargement d'urgence, résolution d'incidents de tir. Attention à ce qu'on appelle en instruction le syndrome du doigt zombie. Généralement, sur les phases de tir, ça va être propre, hein, identification, élévation, doigt détente, visée, doigt détente. On ressort de la cible, on ressort le doigt. Ça va être assez propre, pardon. Bafouille. Par contre, dès qu'on va commencer à travailler ces petites manips là,
ben, on va avoir un petit peu voilà, ce qu'on appelle en instruction le syndrome du doigt zombie. Hop, tac, 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 tac. Petit à petit, il se met à descendre. On le retrouve sur le pontet et aussi sur le doigt détente. C'est quelque chose qu'on voit très, très, très couramment en cours. Même si c'est des élèves qui ont déjà un certain niveau, qui sont très très bien au niveau des règles de sécurité, notamment au niveau du doigt détente. Mais voilà, sur ce type de manip, on va avoir un doigt qui se met à vivre tout seul, hein, le doigt zombie, et qui va très souvent se retrouver sur le pontet et finir sur la queue de détente. Donc ça, veillez à ça quand vous bossez ça. Si vous bossez à deux, c'est encore mieux. Donc celui qui s'exerce travaille et celui qui coach, ça doit être un point de contrôle pour lui. Veillez à ce que le doigt reste bien le plus haut possible. Ok. Pour le reste, comme d'hab, respectez les règles de sécurité du travail à sec à la maison. Sortez les munitions réelles de la pièce. Travaillez toujours dans une direction sûre, une direction capable d'encaisser un départ accidentel. Et puis voilà quoi. On m'a reproché pas mal de... Enfin, on ne me l'a pas reproché, mais on m'a dit que ce serait bien de faire des vidéos plus courtes. Ça, j'aurais dû le dire au début. Mais voilà, si les vidéos sont trop longues, regardez-les en plusieurs fois, démerdez-vous. Voilà. Bisous!